bonjour à tous. Donc, je remercie Armor Science pour m'avoir invité, donné l'occasion de présenter cette petite conférence. Je remercie aussi Michel qui, comme l'a dit, a été pour moi d'ailleurs un pilier professionnel dans le cadre de cette vie qu'on a pu partager ensemble. Professionnelle, hein, je rajoute Chantal. Voilà, et donc aujourd'hui, nous allons d'abord faire connaissance. Donc je crois que j'ai été bien présentée. Moi, je voulais savoir à main levée quel était votre lien à la mer. Donc la question est un peu bête parce que je fais beaucoup de conférences à Paris. Donc allez-vous régulièrement au bord de la mer? J'imagine que oui. Savez-vous nager? Tout le monde sait nager ici? Oui. Est-ce que vous pratiquez une activité sur l'eau? Oui. Pas tant que ça non plus. Hein. Qui a déjà passé la nuit sur un bateau? Ah, un peu plus. Et donc, est-ce que vous aimez la mer? J'imagine que oui. Super. Alors, la question, y a-t-il des spécialistes de l'océan et de la biodiversité dans la salle, à part Michel? Voilà. Oui, madame? Ok. C'est juste pour faire attention à ce que je ne dise pas de bêtises. Et si j'en dis, n'hésitez pas à me... Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire beaucoup d'interactions, donc je vais être rapide, assez dense, mais beaucoup de questions main levée, mais l'idée c'est de vous garder éveillé, notamment par rapport, et je vais beaucoup bouger pour que vous regardiez aussi de mon côté. Donc nous allons essayer de comprendre en quoi l'océan est important pour notre avenir, détailler quelques processus qui affectent cet océan, imaginer des solutions et des comportements pour améliorer la bonne santé. Là c'est plutôt des petits éléments de réflexion, généralement on arrive au bout et on est épuisé. Alors, par rapport à toutes les questions précédentes, effectivement, on a tendance à considérer l'océan comme un océan de loisirs et de consommation. Mais l'océan, c'est bien plus que ça. Alors, la planète bleue, cette photo provient de la mission Apollo. C'est la première fois en 1972 où finalement les scientifiques ont vu ce qu'ils étudiaient de l'extérieur de la planète avec deux constatations. Un, qu'effectivement, il y avait 71%. Alors, on le savait, mais là, on pouvait appeler la planète bleue puisqu'elle est recouverte de quasiment 71% d'eau. Et que surtout, on était dans un écosystème fermé. C'est-à-dire que, voilà, on avait la planète, l'atmosphère et tout ce qu'on faisait sur la planète, sur la Terre, restait sur la Terre. Alors, connaissez-vous la profondeur moyenne de l'océan? Alors, il faut parler un peu fort. Moyenne ou... Moyenne. En gros, il y a un piège parce qu'effectivement, ça change un peu. Alors, 4200, je vais prendre plutôt ce chiffre-là. Donc, profondeur moyenne environ 4000 mètres, 4008. Aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle Seabed qui s'est donné pour objectif de cartographier la totalité des fonds marins avant 2030. Donc, en fait, on connaît de plus en plus les profondeurs de l'océan et le calcul de cette moyenne est remis à jour régulièrement. La profondeur maximum, là, j'ai pas mis la réponse, donc 6000 11 000. 11 000 dans la fosse des Mariannes, donc 11 km. Et en fait, on est sur le plus grand réservoir de vie de la planète, hein, puisqu'on est dans un milieu en 3 dimensions, qui est finalement plus épais que où les oiseaux volent dans l'atmosphère, et un peu plus épais aussi que le sol dans lequel les animaux peuvent aller creuser leur terrier. Ça représente 90% de l'eau de notre planète. Alors, c'est une conférence très pédagogique. Hein. Je fais des petits rappels au cas où on est oublié, donc, mais je pense que vous connaissez tous le cycle de l'eau, avec l'évaporation, la condensation, les précipitations et le fait que l'eau retombe donc soit sur les sols, elle est absorbée par les nappes phréatiques, ça retombe dans les rivières et ça retourne à la mer, ce qu'on appelle donc le cycle de l'eau. Comme je viens de le dire, on a 97% d'eau salée, donc 3% d'eau douce. Et dans ces 3% d'eau douce, je pense... Ah oui, voilà, j'ai le petit point, super. Il y en a 70 qui est prise dans les glaciers et les calottes glaciaires. Les calottes glaciaires, c'est les grandes quantités de glace qu'on va trouver au Groenland et en Antarctique. 29% dans les nappes souterraines. Et finalement, sur ces 3% d'eau douce, il reste 1% d'eau liquide, de lacs et de rivières, sachant qu'on a besoin d'eau pour vivre. Un petit rappel. Hein. Voilà. Alors, voilà, une nouvelle projection. Donc, qui a déjà vu ce type de carte? À part... Oui. Alors, on va la découvrir ensemble. C'est la planète Terre, mais qui est représentée d'une autre façon que celle dont on a l'habitude. C'est une projection de Spielhaus. C'est de l'open data que vous pouvez trouver sur Internet. Et si vous êtes un peu geek, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc là, en fait, elle est centrée sur l'Antarctique. C'est ça le principe de cette projection. Ce qui fait qu'on voit
qu'on a affaire à un océan unique et connecté. Donc aujourd'hui, on parle d'un océan mondial. Donc vous avez appris, et c'est toujours vrai, qu'il y a l'océan Atlantique, ce sont finalement des bassins géographiques, l'océan Indien, l'océan Pacifique ici, et donc l'Antarctique ici. Donc vous voyez en fait que quel que soit l'endroit où on met un truc dans l'océan, il a la possibilité d'aller partout sur une grande profondeur. Cette carte est parfois appelée l'océan vu d'un poisson. D'accord? Puisque voilà, le poisson est susceptible d'aller partout. Alors, pourquoi s'inquiéter de la bonne santé de l'océan? Donc là, j'ai fait un petit jeu de questions-réponses. Alors, les questions sont parfois un petit peu bêtes. Nous ne pourrons plus y naviguer car il y aura trop de pollution. Il nous est utile car il nous rend plein de services. Nous ne pourrons plus nous y baigner car l'eau y sera trop acide. Et il peut nous aider à faire face aux nombreux enjeux à venir, réchauffement climatique, nourrir 10 milliards d'humains, assurer la transition énergétique. On va voter. Qui vote? Alors, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Hein. Qui vote pour A? À main levée. Pour B? Pour C? Ah, il y a un monsieur qui a peur d'aller dans l'eau. Et pour D? Ok. Alors, c'est B et D, effectivement. On reviendra sur le problème de l'acidité. Alors, l'océan, c'est aussi des services insoupçonnés ou que vous connaissez peut-être qu'il faut conserver. Alors, si on calculait tous les services que nous rend l'océan, son PIB, en fait, il serait la 5e puissance mondiale. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti en mars dernier qui dit ça, cette 5e puissance mondiale. Les derniers calculs l'ont placé à la 7e. Donc, l'océan a déjà gagné du PIB depuis plusieurs années. Il nous rend service, il rend des services aux citoyens, il rend des services à la société, il rend des services à la planète. Donc les services pour les citoyens, on les connaît à peu près, c'est l'alimentation, on va y revenir, on se nourrit de l'océan, on utilise ses ressources. Le tourisme et loisirs, je pense que là aussi on est bien placé pour savoir ce que ça veut dire. Que l'océan peut nous servir pour notre santé avec des molécules d'intérêt, des ressources médicales, on le verra aussi un petit peu. C'est un cadre de vie et une valeur culturelle très forte, surtout pour certaines populations. Et donc, il peut rendre des services à la société. C'est un bassin d'emploi. Des centaines de millions de personnes travaillent grâce aux océans ou à l'océan. C'est un espace de navigation, de transport, de communication. Vous savez qu'aujourd'hui, 90% des marchandises dans le monde sont échangées par voie maritime. Ça veut dire que quand vous avez 10 objets autour de vous, il y en a 9 qui sont venus par la mer. Et je rappelle que, par exemple, lors de la crise Covid, nous, à Paris, loin de la mer, au bout de 3 jours, on n'avait plus rien dans les magasins parce que le transport maritime était arrêté et donc les marchandises n'arrivaient pas dans les ports et n'étaient pas acheminées vers Paris. Ça va être aussi une source d'énergie renouvelable et décarbonée, on y reviendra aussi, même si c'est un sujet un peu touchy. Et puis ça rend des services à la planète, notamment ça protège les côtes des événements extrêmes et donc il faut des écosystèmes en bonne santé et ça régule le climat puisque ça a déjà absorbé 97%. Alors les chiffres toujours un peu moyens, hein, plus de 90% de la chaleur produite par nos activités et 30% des gaz à effet de serre et là on va aussi en reparler un peu plus rapidement. Alors j'ai mis pas mal de références, il y en aura aussi à la fin. Donc je suis dans la région quand même, donc je pense que vous avez tous entendu parler de Franck Zahl et de sa découverte, hein, de son petit ver marin, l'arrêt Nicole, le cousin, alors pour ceux qui ne vont pas à la pêche et qui ne l'utilisent pas comme appât, c'est un peu le cousin de notre ver de terre, donc ce petit ver qui fait ses tubes en U, qui rejette des tortillons de sable. Donc il a un sang extracellulaire, qui n'est pas soumis au résus et qui est capable d'absorber 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Aujourd'hui, il est utilisé pour faire du transport de dons d'organes et il améliore donc ses opérations. Et puis, il a plein de projets avec ce sang, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire cette biographie qui explique toute la difficulté qu'il a eu à faire ses recherches, à mettre en place des systèmes et vous découvrirez aussi des choses plus intéressantes sur le sang humain. Grâce à l'océan, on a découvert ce qu'on appelle aussi le microscope du XXIe siècle, donc la protéine verte fluorescente. Elle a été découverte grâce à cette méduse-là et en fait c'est une protéine qui fluoresce et qui permet finalement aux médecins aujourd'hui de suivre des maladies, l'évolution de certaines maladies, alors pas dans l'homme, hein, mais dans des essais thérapeutiques, puis les connexions neuronales, donc à mieux appréhender le milieu médical.
On l'appelle le microscope du XXIe siècle, puisque quand on a découvert le microscope, le premier microscope, c'était voir l'invisible, et là, c'est voir ce qu'on ne peut pas voir, en fait. Et donc, les personnes qui ont découvert cette protéine ont reçu un prix Nobel de chimie en 2008. Et puis, le chouchou, enfin mon petit chouchou, c'est la physalis, c'est ce qu'on appelle la galère portugaise. Je ne sais pas si vous en avez déjà sur votre côte, mais peut-être qu'avec le réchauffement climatique, elle arrivera. C'est un animal très très urticant, hein, qu'on assimile souvent aux méduses, Donc, le prince Albert Ier de Monaco, qui a créé le fameux institut océanographique où nous avons travaillé, Michel et moi, a fait de nombreuses campagnes océanographiques, et il a découvert que quand ces marins triaient les chaluts, ils avaient les mains de plus en plus rouges et certains tombaient en syncope. Donc, comme c'était un navigateur, un océanographe, un philanthrope, mais il invitait toujours des spécialistes pour venir découvrir ce qu'il imaginait dans l'océan. Et donc là, il a invité un médecin et un physiologiste à venir sur le bateau pour faire des études. Et donc, ce qu'a découvert ce médecin, c'est que plus on était piqué par cet animal, plus on réagissait. À quoi ça vous fait penser? Syndrome de Quick. Alors, ça va jusqu'au syndrome, l'œdème de Quick, voilà. Les allergies. En fait, il avait découvert le principe de l'allergie. Donc, le nom scientifique, c'est l'anaphylaxie, le contraire de la vaccination. Donc, ils ont reçu un prix Nobel de médecine en 1913, et la découverte avait été faite en 1903. Elle est très difficile à faire accepter, parce que c'était le contraire de la vaccination, et à l'époque, Pasteur avait une belle aura scientifique, notamment sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, et donc il a fallu beaucoup de temps pour déclarer cette nouvelle connaissance, en fait. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a 80% des gens qui sont allergiques à quelque chose, et c'est vraiment un sujet très étudié, et ça a été découvert parce qu'on a regardé de plus près les conséquences pour toucher cet animal. Alors, l'océan, c'est aussi une source inspirante. Alors, l'exemple assez classique, c'est les requins sont des animaux très hydrodynamiques, et ils ont une peau un petit peu particulière. Donc, les ingénieurs l'ont étudiée et ont essayé de reproduire une peinture qui donnerait un petit peu ces écailles, enfin ces espèces d'écailles, denticules, pardon, le terme exact, et qui en fait permettent d'économiser de l'essence, du fuel sur les avions ou les bateaux. Alors c'est pas quelque chose qui est encore grandement utilisé, mais ça pourrait l'être si on y mettait les moyens qu'il faut, et en fait c'est très intéressant de faire des économies d'énergie, vous allez le voir plus tard, pour décarboner nos activités. Et ça peut être aussi une source d'inspiration. Par exemple, ici, il y a un jeune ingénieur qui a décidé d'essayer de créer une hélice un petit peu différente de ce qu'on a habituellement, pour éviter justement le bruit, pour éviter que les hélices se prennent dans les algues, pour éviter que les animaux soient coupés par les hélices. Donc en fait, il s'est inspiré du mouvement des méduses qu'on a rapidement vu tout à l'heure, pour créer une hélice à membrane, voilà, et pour développer de nouvelles technologies pour la navigation. Ce ne sont que quelques exemples, hein, il y en a des milliers. Alors, maintenant, on va passer dans le dur. On va regarder ensemble comment l'océan régule notre climat, bien que je sois quasiment sûre que vous le sachiez. Donc, avec cette carte sortie tout droit d'un livre d'école de CM2, donc les climats continentaux, les climats océaniques, excusez-moi madame. Hop, et en fait, ici, deux graphiques qui sont très simples à comprendre, hein, c'est de janvier à décembre, ici et ici, sur une année. Donc, la température, 0, 10, 20 et la ligne du 0. Donc ces données ont été prises à Brest et celles-ci à Montréal, qui sont finalement à une latitude assez comparable. Donc l'idée, c'est de vous montrer, mais vous le savez tous, qu'à Brest il fait très bon l'hiver, hein, donc le climat est doux et peut-être un peu humide, mais en tout cas doux, puisqu'il n'y a pas de température quasiment en dessous 0, ce qui n'est absolument pas le cas à Montréal. Et tout ça, vous savez que c'est grâce au... Voilà, super. Alors c'est grâce au Gulf Stream, le Gulf Stream, qui cette partie du courant là qui va transporter la chaleur du golfe du Mexique, ou d'un autre nom peut-être maintenant, vers l'hémisphère nord, vers l'hémisphère nord, voilà, ici.
Et donc c'est ce transport de chaleur qui permet d'avoir des hivers un peu plus doux au large de l'Europe. Donc en fait, là c'est un exemple, hein, mais là vous avez en fait toute la circulation océanique de surface, du transport de chaleur des tropiques vers l'équateur, et tout ça c'est lié à un processus physico-chimique, oui, et puis les vents et la rotation de la Terre qui créent cette circulation de surface. Vous avez les boucles cycloniques, les boucles anticycloniques en fonction de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc ça c'est le courant de surface. Je pense que si il y a des navigateurs, tout le monde les connaît. Il y a la même chose en profondeur, il y a des courants de profondeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'eau est arrivée à certains endroits, donc bloquée par des continents, refroidie aussi par les vents, elle devient plus dense et elle va couler. Donc là, vous avez en rouge la circulation de surface qui est schématisée et en bleu la circulation profonde qu'on a de retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, une fois que l'eau coule, eh bien, elle va refaire toute cette circulation, elle va se rafraîchir, elle va se réoxygéner, elle va s'enrichir en nutriments en matière organique, et tout ça, en fait, va créer cette circulation qu'on appelle le tapis roulant thermique vers les profondeurs, et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir le climat qu'on a. D'accord ? Alors, la petite question piège, c'est est-ce que vous savez si une goutte d'eau, alors vous le saurez peut-être à la prochaine conférence, moi j'espère qu'ils diront la même chose, si une petite goutte d'eau fait tout le circuit rouge et bleu, combien de temps il lui faudrait ? 100 ans ? 1000 ans, exactement 1000 ans, enfin exactement pas, environ 1000 ans. Et c'est aussi pour montrer l'inertie de l'océan, c'est-à-dire que tout à l'heure on va voir que l'océan est en train de changer ses caractéristiques physico-chimiques et que c'est pas parce qu'on va faire des efforts pour les limiter, ces conditions physico-chimiques, que tout va s'arranger d'un seul coup, parce qu'en fait il y a une espèce d'inertie de mouvement. Alors notre océan souffre. Alors pourquoi souffre-t-il? Est-ce qu'il a absorbé trop de gaz à effet de serre? On votera après. Est-ce qu'il est surexploité? Est-ce qu'il devient trop chaud? Est-ce que la vie est en train de disparaître? Alors qui vote pour A? Oui. Ouais. Pour B? Oui. Pour C? Oui. C'est bien, il y en a qui ne lèvent jamais le bras. Hein. Pour D? Oui. Ouais. Alors je crois que c'est A, B, C, D. Voilà, tout est bon. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, comme vous le savez, l'océan a absorbé déjà 30% de nos gaz à effet de serre. Alors, on résume, on schématise les gaz à effet de serre, on parle de CO2, mais il y en a d'autres, hein, il y a le méthane. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias parlent beaucoup du CO2 et c'est celui qu'on maîtrise le mieux. Je vous ai mis là la courbe de référence de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui est mesurée depuis 1960 à Hawaï, à Mauna Loa. Et donc, en fait, on voit que, alors c'est en unité, en particules excusez-moi, une particule de CO2 pour 1 million de particules d'air, on appelle ça des ppm. Donc ici en 1960, on était en dessous de 320. Moi, quand je faisais mes études, on était vers 340 à peu près, 350, et aujourd'hui on est à 420. Donc ça, c'est le CO2 qui est dans l'atmosphère. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y en a déjà 30% qui ont été absorbés par l'océan. C'est-à-dire que l'océan n'aurait pas absorbé ce CO2, on serait déjà beaucoup plus élevé. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le CO2 pénètre dans l'océan par hydrodynamique, à l'interface océan-atmosphère, les vents et toute la pompe physique qui permet ces échanges. Donc ça, c'est pour le CO2 qui pénètre dans l'océan. Alors, ça perturbe la chimie du carbone. Alors, comme on n'a pas envie de parler d'équations pour plein de raisons, et moi non plus, je n'avais pas envie de m'y remettre, on va prendre ce schéma qui a des petites couleurs, on va parler des bulles rouges, bleues et jaunes. Donc ici, vous avez un équilibre avec du CO2 au niveau atmosphérique avant l'ère industrielle et le CO2 aujourd'hui. Donc on voit que le CO2, quand il pénètre dans l'atmosphère, il suit de diverses modifications pour se transformer en bicarbonate, en hydrogène et en ion bicarbonate. Vous voyez, en ion carbonate, voilà. Et nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est les petites boules rouges, les petites ions d'hydrogène, parce qu'avec ça, on va mesurer le pH, l'acidification. Donc en fait, ce qu'on constate ici, c'est que quand il y a le plus de CO2
dans l'atmosphère, donc il y en a beaucoup plus dans l'océan, et on a beaucoup plus de petites boules rouges. Et donc, avec ces boules rouges, c'est le potentiel d'hydrogène, on mesure le pH. Donc ça aussi, vous le savez tous, un petit rappel d'école. L'échelle de pH, c'est de 0 à 14, de 1 à 14. Le neutre, c'est 7, d'accord? En dessous 7, on est acide. Au-dessus 7, on est basique, alcalin. Et donc là, je vous ai remis, ça fait beaucoup de courbes, hein, mais elles sont simples. Hein. Je vous ai remis la courbe, cette fois, du pH de l'océan, donc toujours une moyenne, toujours prise à l'Oloa, à Hawaï. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'en 1985, on était entre 8,10 et 8,12. Et aujourd'hui, on est en dessous 8,08. En gros, 0,6. C'est pas l'important. L'important, c'est de savoir, est-ce qu'on est acide ou basique? Alors, on est au-dessus 7, donc on n'est pas passé dans l'acidité. Par contre, le pH diminue, donc l'océan s'acidifie. Donc monsieur, vous pourrez encore vous baigner un petit moment parce que l'eau, voilà, n'est pas complètement, va pas vous dissoudre d'un seul tenant. Voilà. Alors, vous allez me dire oui, et alors? Eh ben, en fait, ça fragilise des espèces. Donc ici, vous avez un petit escargot de mer, un théropode, hein, qui fait moins d'1 centimètre de grandeur. Il fait partie du plancton. Le plancton, c'est les animaux qui errent dans les courants, les animaux et les végétaux. Et donc, on appelle le phytoplancton les végétaux, le zooplancton les animaux. Et donc ici, c'est une expérience donc, dans une eau à faible taux de CO2 et dans une eau à fort taux de CO2. Qu'est-ce que vous pouvez constater? L'opacité de la coquille. Oui. Alors en fait ici, la coquille n'arrive pas à se former. Donc là c'est pareil, elle n'est pas en train de se dissoudre, mais elle a du mal à se former. Alors pareil, vous allez me dire, et alors il fait que 1 cm, à quoi lui servait sa coquille? Elle a l'air transparente et tout. Bah, s'il en a une, c'est qu'effectivement, ça lui permet sûrement de survivre à certains prédateurs. Si sa coquille est fragilisée, il aura peut-être plus de prédateurs qui pourront le manger, puisqu'il y aura moins de coquilles à digérer. Et puis ça peut aussi générer des problèmes de comportement par rapport au processus de reproduction. Et là, c'est pareil, on prend qu'un exemple, le petit ptéropode. Alors, l'océan, il a aussi absorbé plus de 90% de la chaleur de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, ce CO2 a augmenté l'effet de serre. Vous connaissez tous l'effet de serre. Par exemple, si on n'avait pas d'atmosphère, pour faire un effet de serre naturel autour de la Terre, il ferait combien sur Terre? Non mais vous n'avez pas le droit de jouer. Je vais mettre là. Moi? Personne ne me le dit? Moins 18. Voilà, donc heureusement qu'on a une atmosphère. Ah ben oui, hein, ça fait froid. Donc les moyennes actuellement, bon, elles bougent, hein, mais 15, voilà, c'est 15 normalement la moyenne de la Terre. Alors, on est toujours en moyenne, hein, il y a toujours des endroits plus chauds, des endroits plus froids. Et donc pareil, l'atmosphère a gardé de la chaleur et donc cette chaleur a pénétré dans l'océan. Et donc on le sait parce que la température de surface de l'océan augmente. Et là, en fait, quand on... Alors là, c'est une parce que je vois que vous mettez vos lunettes, c'est une courbe d'anomalie, c'est-à-dire qu'on a pris un zéro de référence. Mais bon, on peut considérer que la température augmente. Pareil, en fait, on n'apprend plus les mêmes données. Un étudiant océanographe, aujourd'hui, n'apprend pas les mêmes données de température moyenne et de l'atmosphère que moi j'ai appris à mon époque. C'est pour ça que c'est quand même assez important. Et c'est d'ailleurs en trouvant que ces moyennes de données physico-chimiques de l'océan avaient évolué que les scientifiques se sont dit qu'est-ce qui se passe et qu'on a commencé à comprendre que l'océan avait joué un rôle tampon par rapport au changement climatique. Et si l'océan n'était pas là, on serait grillé en fait depuis longtemps. Mais il y a des bonnes nouvelles derrière, hein, vous inquiétez pas. Alors, rien que le fait qu'on a une belle vue et qu'on pourra aller dîner tranquille. Donc, en fait, cette chaleur, elle a pénétré dans l'océan, donc elle a des conséquences. Ici, je vous ai mis des coraux. Vous connaissez tous les coraux tropicaux, animal ou végétal? Qui vote pour un animal? Qui vote pour un végétal? Ça va. Si, madame, je vais y venir. Mais non, il n'y a pas de problème. Vous surveillez que je ne dise pas de bêtises, c'est bien.
Donc en fait, donc on parle de coraux tropicaux, hein, donc ceux qui vivent au niveau des tropiques, pas trop loin de la surface de l'eau, parce qu'ils ont besoin du soleil, parce que justement ils hébergent aussi des algues dans leur tissu. Donc le corail est un animal qui vit fixé, qui se nourrit grâce à ces petites tentacules, de ces petits polypes, mais ça ne lui suffit pas, et pour pouvoir grandir et avoir assez d'énergie, il héberge ces algues qu'on appelle des zooxanthelles, et qui elles font la photosynthèse grâce à l'énergie du soleil, et qui amènent de l'énergie au corail. C'est d'ailleurs aussi ce qui donne cette belle couleur aux coraux tropicaux. Il existe d'autres types de coraux qui ne vivent pas sans ces zooxanthelles et qui sont plutôt blancs. Et le corail a un squelette calcaire. Alors déjà, il va subir aussi des pressions par rapport à l'acidification de l'océan, mais aujourd'hui, c'est la chaleur qui lui fait beaucoup de mal. On voit de plus en plus de canicules marines, des bulles d'eau chaude qui stagnent sur des récifs coralliens. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les zooxanthelles, les petites algues, elles s'en vont parce qu'elles ne sont pas à l'aise, il fait trop chaud. Et donc, elles laissent le corail nu. Et quand le corail est nu, en fait, on voit son squelette qui est blanc. Et c'est pour ça qu'on parle de blanchissement des récifs coralliens. Si la température de l'eau redevient à une température normale, les algues peuvent revenir. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, les canicules marines, elles sont de plus en plus nombreuses et elles durent de plus en plus longtemps. Et donc, en fait, beaucoup de coraux sont déjà morts. Vous entendez tous les étés parler de la grande barrière de corail qui a encore perdu X% de coraux vivants et tout ça. Alors, vous allez me dire, et alors, nous, Apéros Guirec, est-ce que c'est important pour nous le corail? Ben oui, parce qu'on est en France. Et que la France, en fait, comme l'a rappelé Michel, a la deuxième puissance, zone économique exclusive maritime, et que, en fait, la France a 10% des récifs coralliens et 20% des atolls sous sa responsabilité. Donc, effectivement, en plus, c'est des endroits qui n'ont pas toujours les moyens techniques et qui ont des économies relativement fragiles. C'est important que la France fasse attention à ce qui se passe sur les récifs coralliens. Voilà. Alors, donc là, on a parlé de l'océan qui souffrait, et là, maintenant, on va revenir au fait qu'on a besoin que l'océan soit en bonne santé, que les écosystèmes restent en bonne santé. Ça nous est utile, même si on n'en rend pas toujours compte. Alors d'abord, parce que ce sont des hotspots, des points chauds de biodiversité. Donc ces écosystèmes, c'est des endroits où se concentre la vie. Par exemple, les récifs coralliens, ils représentent une très petite pourcentage de la surface de la planète, je crois que c'est 0,2, et pourtant il y a 25% des espèces marines qui y vivent. Donc c'est assez énorme. Donc vous avez, et en fait, ça peut être aussi des écosystèmes qui captent ou qui stockent du carbone à moyen ou long terme par rapport à leur processus de croissance. Notamment les présalés, les mangroves, vous savez tout ce que c'est une mangrove avec ces racines là qui sortent, hein, et puis les herbiers de Posidonie, donc là, ou de zostères, parce que je sais que vous avez des zostères. Les Posidonies, c'est typique de la Méditerranée, et donc ce sont des plantes, ce ne sont pas des algues. Vous connaissez la différence entre les plantes et les algues? Oui? Non? Je vous la refais en sketch. Alors, les plantes ont des racines et normalement se nourrissent par ces racines, c'est-à-dire qu'elles vont pomper les nutriments par leurs racines. Et les algues, en fait, elles peuvent être fixées, mais c'est juste un crampon qui les empêche d'être emmenées par le courant, et elles vont pomper les nutriments et tout ce qu'elles ont besoin par leurs frondes, leurs feuilles. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément un puits à carbone, mais un écosystème qui est aussi très très important, c'est les grandes forêts de kelp ou de laminaires de l'Atlantique Nord, qui sont sur des énormes hauteurs de colonnes d'eau et qui hébergent énormément d'animaux marins. Alors, ce sont des hotspots de biodiversité, mais ce sont aussi des remparts efficaces pour lutter contre les événements extrêmes. Donc là, c'est un petit graphe qui montre un littoral avec une mangrove en bonne santé qui absorbe l'énergie des vagues en cas d'événements. Et là, c'est un littoral très urbanisé, il n'y avait plus de mangrove. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les vagues, dès qu'il y a un problème, les vagues vont aller manger l'urbanisation. Et typiquement, il y a des études scientifiques qui ont montré qu'en 2004, lors du tsunami en Indonésie, les petites îles qui avaient une mangrove saine n'ont eu que des dégâts matériels, et les îles qui n'avaient pas de mangrove ont eu des dégâts matériels et humains. Voilà. Donc c'est important. Et là, je vous mets une petite slide que pour vous, c'est la première fois que je la présente.
c'est en fait un littoral espagnol. C'est pour vous montrer que ce n'est pas que dans les mangroves et les écosystèmes coralliens qui absorbent l'énergie. Mais là, vous voyez, on est en Espagne, sur la côte espagnole. Donc en fait, là, c'est la roche, hein, ça a été produit par des organismes marins. Donc à certains endroits, on voit qu'elle a été creusée, abîmée. Je vous ai mis une autre photo, là on voit vraiment. Et en fait, ça a été des blocs qui ont été excavés pour les constructions de la ville. Donc là, vous voyez, les pierres sont là, et là, c'est l'église de la ville, et on voit typiquement que ça provient du littoral. Donc maintenant, c'est interdit, mais vous voyez sur la diapo d'avant, on voyait qu'il y a certains endroits, la mer, elle allait facilement enlever tous les galets qui ont été mis là pour remplacer le rocher qui avait été enlevé. Alors, l'océan, c'est aussi un réservoir de nourriture. Encore un petit graphe. On mange les poissons, on mange les coquillages, on mange les algues. Donc tout ça, on va appeler ça les ressources halieutiques, hein, qui sont les ressources vivantes aquatiques, qui sont exploitées par l'homme. L'organisme de référence, c'est la FAO. Vous en avez entendu parler de la FAO ? Oui, super. Donc en fait, tous les 2 ans, ils font une revue avec les données de la pêche, de l'aquaculture, comment finalement le monde exploite les produits de la mer. Alors attention, ce sont des données officielles, mais ce ne sont pas toutes les données. Parce que en fait, les données sont données sur la base du volontariat. Donc on sait très bien qu'il y a des pays qui ne déclarent pas toutes leurs données. Mais ça donne quand même un aperçu de ce qui se passe. Donc en fait, vous avez en bleu clair la pêche en mer, en bleu foncé la pêche en eau douce, et puis après l'aquaculture. Alors moi j'ai choisi aujourd'hui de ne pas vous parler de l'aquaculture parce que c'est encore un autre sujet et puis on n'aura pas le temps. Mais nous, on va se concentrer sur la pêche. Alors attendez, parce que j'hésite. Sur la courbe bleu clair, voilà. Donc de 1950 à 2020, qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, les captures ont été de plus en plus nombreuses. Puis à partir des années 90, elles ont commencé à stagner. Et pourtant, vous le savez, on a mis plus de moyens pour aller chercher du poisson. Alors pourquoi n'arrive-t-on pas à capturer plus? Eh bien parce qu'en fait, on est passé d'une petite pêche côtière à une pêche marine industrielle. On a été de plus en plus loin, de plus en plus profond. On a utilisé des méthodes de pêche assez efficaces et parfois destructrices, comme le chalutage du fond, les grands filets qu'on appelle les seines, la pêche à l'explosif dans certaines régions. Qu'on a maintenant des techniques pour traquer le poisson. Par définition, la pêche, c'est une cueillette, hein, c'est une activité préhistorique. Et aujourd'hui, on peut savoir où est le poisson et mettre ses engins au moment où le poisson est là. Et puis, donc, on a surexploité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on en trouvait du poisson, on le prenait. Donc, les captures sont devenues quand même de moins en moins nombreuses et puis de plus en plus petites, puisque, évidemment, vous avez tous compris qu'ils n'avaient pas le temps de se reproduire. Alors, petite question, en quoi la pêche est-elle destructrice des ressources marines? Elle vide l'océan de ses poissons, elle prive l'homme des ressources alimentaires, elle détruit les écosystèmes marins et elle génère de moins en moins de navigation. Alors, j'ai pas toujours eu de l'inspiration. Qui vote pour A? Ok, pour B? Super. C? Un peu moins. Et D? Ouais, parfait, c'est ABC, tout à fait. Alors, pourquoi on continue à pêcher alors qu'on sait qu'il faudrait limiter nos ressources? Alors, pourquoi? Parce qu'on consomme beaucoup de poissons. Alors là, c'est la consommation par continent, c'est des données de 2020. En Océanie, par exemple, on consomme 24 kilos par an et par habitant. En Afrique, on n'en consomme que 10, alors que une partie des pêches, des eaux africaines étaient très très riches, des zones de pêche très très importantes avec beaucoup de vie. En Europe, on est à une moyenne de 21,6, mais en France, on en mange 33 kilos par an et par habitant. On mange beaucoup de produits de la mer en France. Alors, on a besoin de pêcher puisqu'en fait, c'est une source de protéines pour 3 milliards de personnes hein, qui n'ont pas forcément accès à d'autres types de protéines animales, s'entend. Qu'on a une demande croissante de produits de la mer, surtout avec nos cultures occidentales. Le poisson, c'est bon pour la santé. À Perros-Guirec, je ne sais pas, mais à Paris, il n'y a pas une rue sans son magasin de Pokéball ou son magasin de sushi. Donc avec 3 espèces imprégnantes, le thon, le saumon et les crevettes. Et on va vers une augmentation de la population, donc de 8 à 10 milliards de personnes d'ici 2050. Alors,
Tout ça pour vous dire qu'en fait, si on gardait un océan en bonne santé, on pourrait peut-être avoir plus de nourriture qui proviennent de l'océan, et je vais essayer de vous le montrer, on va dire, avec 3 petites photos. Alors, cet océan, il est très productif, mais aujourd'hui, on ne connaît que ce qu'on a vu. Donc, nous, dès qu'on pêche un peu de poisson, on est content, mais on n'imagine même pas ce que pourrait être l'océan par rapport à ce qu'on n'a pas connu, sauf si on se penche dans des livres d'histoire. Et donc, il y a un halieute, Daniel Poli, qui est spécialiste des ressources halieutiques et qui a fait un travail de recherche photographique sur un concours. Alors, ce n'est pas de la pêche professionnelle, hein, là c'est vraiment pour illustrer. On est sur un concours de pêche qui se passe en Floride, de loisirs, et donc il a trouvé la photo de ce concours en 1957. Il a trouvé cette photo au même endroit en 1980. Donc là, vous voyez où je veux en venir. Et en 2007. Voilà. Indépendamment du fait que ce n'est pas les mêmes espèces, hein, ce que m'ont fait judicieusement fait remarquer les élèves de tout à l'heure, ce n'est pas aussi les mêmes tailles. Alors, l'océan pourrait être productif, hein, puisqu'effectivement, il a perdu de cette production. Ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais encore faut-il que l'environnement soit sain. Donc là, on a vu changement climatique, on a vu écosystème. Maintenant, on parle qualité de l'eau. Alors, ça va être un peu chaud. On va parler de l'eutrophisation, c'est-à-dire des apports de nutriments en milieu côté, l'azote et le phosphore. Donc aujourd'hui, les sels minéraux, donc cet azote, ce phosphore, il peut y avoir des endroits où il est très présent au niveau de l'océan parce qu'il va être amené par les bassins versants, par les activités humaines, par le ruissellement de l'eau. Et donc en fait, l'azote et le phosphore, quand c'est dans l'eau, ça permet la prolifération des végétaux. Et donc les végétaux, ça c'est pareil, c'est un petit rappel de nos années d'étudiants. Les végétaux, on les reconnaît parce qu'ils grandissent grâce à la photosynthèse le jour. Donc quand ils sont en présence de lumière, ils ont besoin d'eau, ils absorbent du CO2, des sels minéraux, ils rejettent de l'oxygène. Et la nuit, ils respirent, hein, comme nous. Et donc là, on va faire un petit jeu par rapport à l'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est le développement massif des algues. Donc je sais que vous êtes très préoccupés par ce sujet dans la région. Et donc l'idée, c'est de comprendre les causes à effet finalement. Donc entre une personne qui arrive à se baigner dans un bain d'algues vertes, donc c'est une plage en Chine, une carte de la désoxygénation des océans. Donc ça, c'est des mesures qui ont été faites scientifiques et qui montrent les points rouges où il y a des zones très peu riches en oxygène. Et là, une dégradation en fait de la qualité de l'eau par rapport à l'oxygène. Un élevage de petits cochons ou de poulets, hein, qui amène pas mal de déjections animales. Un ruissellement d'eau, donc ça c'est un émissaire qui ne passe pas par une station d'épuration. Là vous voyez que c'est l'épandage de fertilisants. Et puis cette baie du Mississippi après un épisode de pluie. Donc à votre avis, l'idée c'est de mettre les causes à effet. Donc de me dire par quel numéro de photo on va commencer pour faire une chaîne et arriver à quel numéro de photo. Alors, on commence par la 3 et la 5. La 3 et la 5, tout à fait. Donc pour vous c'est clair, hein, vous voyez c'est des déjections ou des apports de nutriments qui ne vont pas passer par des stations d'épuration, qui vont rester dans la nature, qui vont être drainés par le ruissellement dans l'eau. Donc ça peut arriver par ce type de tuyau directement sur la plage. Et donc après, il y avoir une dispersion. Donc là, sur cette photo-là, c'est un épisode de pluie qui a emmené tous les sédiments et les nutriments. Et on voit en fait les efflorescences algales là qui commencent à se développer. Alors là, bon, j'ai un peu triché parce qu'on est sur du phytoplancton, alors qu'après je vais vous parler de microalgues, de macroalgues. Mais voilà, donc ça c'est l'idée. Et après, effectivement, donc les algues vont se développer parce que les eaux vont être riches en nutriments et donc on en arrive à ce type de situation. Quand les algues sont en grande quantité dans l'eau, ça va, globalement ça va, sauf pour l'exemple qu'on va voir tout à l'heure. Mais c'est quand elles commencent à se dégrader que ça devient dangereux, puisqu'en fait, elles ont pris toute l'azote, elles ont pris tout le phosphore, donc là, elles grandissent plus, elles vont se par des bactéries. Il va y avoir de l'anaérobie, de la consommation d'oxygène et du développement de gaz sulfure d'hydrogène, donc ce qui est très sulfure d'hydrogène, oui, je sens. Voilà. Et donc c'est ça qui va être dangereux, hein, et qui a causé des décès donc, dans la région.
et donc après on arrive à une désoxygénation des parties de l'océan. Donc vous avez aussi le cas, voilà, pour ne pas rester local, le cas des sargasses, c'est un petit peu différent les sargasses. Donc on a tous entendu parler de la mer des Sargasses qui se trouve hop, j'ai plus de... Si, qui se trouve plutôt dans l'hémisphère nord, donc au-dessus de la zone Caraïbe, ici, qui est une mer connue historiquement pour justement être un endroit où les bateaux à voile étaient empannés, n'arrivaient plus tellement il y avait d'algues. Un endroit aussi qu'on connaît pour la reproduction des anguilles, qu'on connaît mal mais qu'on imagine ce qui se passe là-bas, et aussi un endroit où on pense que les petites tortues passent pas mal de leur vie une fois qu'elles sont sorties de leur œuf et une fois qu'elles sont devenues adultes. On ne sait pas toujours ce qu'elles font, même s'il y a de plus en plus de recherches, et donc on imagine qu'elles sont là. Et bien aujourd'hui, en fait, on sait qu'il y a ces échouages, ces sargasses qui arrivent au large de la Martinique, hein, et donc voilà, des radeaux comme ça qui sont flottants. Quand ils flottent, effectivement, ils sont accompagnés, ils servent de cache à de nombreux petits animaux. Et le problème, c'est pareil, c'est quand ils s'échouent. Alors, vous voyez, donc là, ça, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, c'est la télé Lumni. C'est une petite vidéo de 2 minutes 5 qui vous explique très bien le problème des sargasses. Donc, en fait, il y a des conséquences néfastes hein, qui ressemblent un peu aux algues vertes. Donc en fait des corrosions des appareils électriques, sauf qu'en Martinique il y a beaucoup d'appareils électriques qui sont dehors. Par exemple ici, ça c'est le derrière d'un frigo sain, et ça c'est le derrière d'un frigo qui a été soumis, qui est près de, enfin quand les sargasses, excusez-moi, ont commencé à se dégrader. Donc une érosion en fait, à cause des émanations qui partaient des sargasses. Voilà. Donc en fait, vous avez de la suie sur les bâtiments, des problèmes de respiration pour la population locale, et donc après, toutes ces algues-là qui s'échouent et qui en flottent en très grande quantité, qui étouffent en fait l'écosystème qui est en dessous. Et donc comme on est en Martinique et qu'on peut avoir des tortues qui viennent pondre sur les plages, elles vont avoir du mal à arriver parce qu'elles ne vont pas être capables de traverser ça. Et si les sargasses sont échouées, elles ne vont pas non plus pouvoir pondre ni pouvoir repartir. Alors, pour les sargasses, les origines restent un petit peu mystérieuses. Les études on les a beaucoup étudiées. En fait, ça a commencé dans les Antilles en 2011 et ça arrive de plus en plus souvent. Il y a eu des petites périodes et donc il y a des gens qui pensent, enfin il y a des études scientifiques qui pensent que c'est à cause de l'élévation de la température de l'eau qu'elles sont présentes. Et puis, on pense que, donc, comme elles sont là, parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'azote et de nutriments, et comme pour les algues vertes, en fait, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'elles pouvaient se développer au large de l'Amazone, puisque l'Amazone est soumise à de la déforestation, et donc, on déforeste, on permet à l'eau de mieux ruisseler et d'amener des éléments très riches en azote et en phosphore. Et on déforeste pour récupérer le bois ou pour planter du soja. Voilà, j'ai mis du soja parce que finalement on en parle beaucoup puis on ne sait pas à quoi ça ressemble. Enfin peut-être vous mais pas moi. Voilà. Et donc ces sargasses se développeraient par ici et avec les courants marins qu'on a vus tout à l'heure, et bien en fait elles pourraient échouer. Mais ce n'est pas la seule hypothèse et en fait en tout cas elle n'est pas non plus confirmée. C'est vraiment pour vous donner aussi l'incertitude des connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'océan, sachant quand même qu'on a des sargasses qui arrivent depuis 2011 en Martinique et qu'aujourd'hui les solutions, elles sont temporaires, elles restent sur empêcher d'arriver des sargasses à la côte, les prélever quand elles sont dans le milieu naturel, les enlever quand elles sont sur les plages, donc ça nécessite beaucoup d'argent, ça crée des dégâts de toute façon. Ça enlève aussi des animaux qui peuvent être en bonne santé, ça empêche le tourisme de se développer. Et puis, quand je dis temporaire, j'ai voulu chercher en fait, avant de venir, où en étaient les études sur ce sujet. Donc j'ai fait une petite recherche Google Scholar, hein, qui est la base de sources d'articles scientifiques. Et en fait, entre 2025 et 2024, j'ai fait ça très très rapidement, je n'ai pas trouvé une étude scientifique qui était sur pourquoi il y a des sargasses en Martinique. Je n'ai trouvé que des études qui disaient comment on peut les valoriser, quels sont les impacts, rien pour essayer de comprendre encore ou d'essayer d'arrêter en fait qu'elles se développent. Et la preuve aussi, c'est que maintenant il y a une météo sargasse
qui a été mise en place. Et au lieu finalement, au lieu d'essayer d'éviter qu'elle soit là en grande quantité, on est plutôt à éviter d'aller sur la plage où elles vont s'échouer. Voilà. Alors, si je ne vous ai pas perdu, je vais essayer de vous expliquer ce petit schéma. C'est pour vous expliquer aussi que dans l'océan, la chaîne alimentaire, elle est un petit peu plus compliquée que sur Terre, et qu'en fait, dès qu'il y a un petit caillou, on va dire un petit dérèglement quelque part, ça peut aller très très vite. Par exemple, donc là, vous revoyez, c'est une infographie qui provient d'un livre qui a été fait sur les méduses. Et donc en fait, là, vous avez un cycle normal, les minéraux, les nutriments, le développement du phytoplancton, le développement du zooplancton. Donc les petits poissons qui vont manger le zooplancton, des méduses qui vont aussi en manger. Et puis là, vous avez des gros prédateurs, les tortues qui vont manger des méduses, qui vont manger des poissons, des gros poissons qui vont manger des méduses et des poissons. Donc ça, c'est un peu un cycle normal quand tout est à peu près équilibré. Et puis si vous faites des entrées complémentaires, donc de la pollution, de l'azote et du phosphore, vous augmentez les minéraux. Parallèlement, vous faites de la surpêche ou de la mauvaise exploitation, donc vous enlevez des grands prédateurs. Beaucoup de minéraux, beaucoup de phytoplancton, beaucoup de zooplancton. Et alors là, il va se passer un truc. Vous avez en fait dans le zooplancton des larves, des méduses qui vont manger les larves de leurs prédateurs. Et donc en fait, si on essaye de replacer ça sur un exemple terrestre, il faut faire très attention, c'est comme si les gazelles mangeaient les bébés lions. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on essaie, l'image qu'on donne, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est imaginer ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la chaîne alimentaire, les prédateurs vont manger les larves de leurs futurs prédateurs. Vous voyez ? Alors maintenant, on va parler d'une pollution qui est beaucoup plus connue, donc celle des plastiques. Donc on va passer, donc le plastique, en fait, on a beaucoup parlé du macro-déchet du plastique qui se voyait, donc les sacs de plastique qui finalement étaient prises pour des méduses par les tortues. Le plastique, en fait, qui tue beaucoup les animaux, les oiseaux qui se nourrissent, les oiseaux marins qui se nourrissent de poissons, avec ce double peine, hein, puisque les oiseaux régurgitent souvent leur nourriture pour nourrir leurs petits. Donc voilà, des soupes de plastique au-dessus de récifs coralliens, des objets à usage unique qui isolent des animaux dans l'eau, donc des animaux qui ne vont plus pouvoir se nourrir, et puis tout le plastique en microparticules aussi que vous pouvez trouver sur les plages. L'océan reste le réceptacle de toutes nos pollutions, on l'a vu avec la carte, la première carte de Spielhaus. Hein. En fait, tout ce qui va à la mer, finalement, reste à la mer et tombe dans les profondeurs. Ici, donc à 2000 mètres de profondeur, au large de Monaco, on a trouvé ces bidons de polystyrène. De plastique, pardon. Donc vous avez tous entendu parler du 7e continent ? Oui. Alors en fait, il n'y en a pas. Alors déjà, ce n'est pas un continent hein, sur lequel on marche, c'est quand même une image assez fausse. C'est une soupe de plastique, donc de gros déchets à des déchets qui se décomposent en microplastiques avec l'action du soleil, du vent, de l'eau salée. Et donc ces plastiques se concentrent dans les gyres hein, de la circulation océanique de surface, et finalement, ce n'est pas un 7e continent, c'est 5 nouveaux petits continents qu'on va trouver au milieu des océans, avec la logique infaillible cet après-midi de jeunes qui ont dit ah bah c'est cool, ils sont tous rassemblés au même endroit, on peut aller les récupérer. Moi, c'est pas aussi facile que ça parce que c'est des endroits très inhospitaliers et effectivement, il y a eu des projets d'aller récupérer ces plastiques à ces endroits-là, mais en fait, on est sur des très grandes quantités, des tailles très très différentes et donc en fait, non, on récupérera pas le plastique qui est au milieu des gyres. Donc le mieux, c'est que le plastique, il n'arrive pas là-bas. Alors, que fait-on pour le plastique ? Je ne sais pas si vous avez entendu, en 2022, les États se sont mis d'accord pour négocier un traité international contraignant, ça veut dire qui sera contrôlé et puni, pour pour éviter la pollution plastique dans les océans, donc fermer le robinet. Ce qu'il faut savoir du plastique, c'est que c'est fait donc avec du pétrole et qu'en fait, on produit ça c'est la courbe de production de plastique depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, donc en millions de tonnes produites. Et là, ce qu'on constate, c'est que jusque dans les années 2000, hein, donc on était tous nés, on n'en produisait pas tant que ça de plastique. Et là, on a doublé en quelques années notre production de plastique. Pourquoi ? Parce que d'un produit qu'on avait fabriqué donc, avec du pétrole, pour devenir solide, résistant, malléable à merci, mais surtout pour le garder longtemps, on a fait des plastiques à usage unique. Donc
la vaisselle jetable, les bouteilles d'eau, enfin plein de choses en fait qui n'avaient pas forcément de raison d'être faites en plastique, mais qu'on prend et qu'on jette. En fait, 80% du plastique devient un déchet en moins d'1 an aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, indépendamment de cette pollution plastique, c'est un problème aussi de gestion des déchets et de production de plastique. Donc ce traité international, il devait être signé en 2024, donc non, ils n'ont pas réussi. 2 ans, c'était déjà très ambitieux. La volonté dans ce traité, c'est de limiter la production, donc il y a des problèmes politiques, puisqu'en fait, il y a des pays qui produisent du pétrole, donc déjà, on essaye de leur dire qu'on ne va pas utiliser le pétrole pour limiter l'énergie carbonée, donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas non plus réduire leur production de plastique. Et donc cette signature qui était prévue aussi pour la 3e conférence des Nations Unies dont nous a parlé Michel dernièrement, tout à l'heure, en juin, ne sera sûrement pas signée à ce moment-là. Et donc une 5e réunion de travail s'est terminée sans consensus. La prochaine est prévue à l'été 2025. Je rappelle, le plastique, c'est le 3e matériau le plus fabriqué au monde après le ciment et l'acier. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres pollutions qui affectent le milieu marin ? Le pétrole, oui. Alors moi, là, j'ai pas fait trop le choix d'en parler parce que il y a les marées noires, effectivement, il y a le dégazage. Tout ça, c'est quelque chose qui, effectivement, on connaît, qui arrive. Les filets de pêche et tous les cordages. Les cordages, oui. Les métaux lourds. Oui, la chimie. Alors, tout ça, effectivement, c'est des pollutions qui existent, qui sont donc chimiques. Mais c'est pas, en fait, c'est pas celle-là que je vais vous parler. Moi, je vais vous parler de la pollution sonore. Les médicaments. Et les médicaments. Ah oui, ça c'est drôle aussi, les médicaments. En fait, vous savez aujourd'hui que les médicaments qu'on utilise et qui passent, avec les molécules qui passent dans nos urines, ne sont pas retenues par les stations d'épuration et qu'on arrive à avoir des populations de poissons qui se féminisent et qui en fait n'ont plus après de mal pour se reproduire, notamment avec les hormones féminines. Ça est arrivé dans la Seine. Ouais, mais non, c'est pas ça. Moi, je voulais vous parler de la pollution sonore et de la pollution lumineuse, parce que c'est les 2 nouvelles pollutions qui vont arriver sur le marché, en fait, qui sont en train d'arriver sur le marché. Les scientifiques s'intéressent beaucoup à ces sujets et travaillent sur ces sujets pour limiter les impacts de ce type de pollution. Toutes celles que vous avez citées, elles existent. Hein. Elles existent depuis longtemps et en fait, on les surveille, on sait qu'elles existent, mais on ne fait pas forcément les choses pour effectivement limiter les impacts sur l'environnement marin. La preuve, c'est que les médicaments, personne n'a encore été capable de trouver un filtre à mettre dans une station d'épuration pour limiter ces impacts. Alors la pollution lumineuse, pareil, vous allez me dire en quoi elle peut nous concerner. Donc vous avez les oiseaux. Mais il y a aussi les tortues, hein, puisqu'on a quand même beaucoup où on a nos récifs tropicaux, la France en fait, on va dire, on a aussi pas mal de tortues, donc elles viennent pondre sur les plages, elles se repèrent grâce à la lune pour venir pondre et repartir une fois qu'elles ont pondu. Les bébés tortues, c'est pareil. Donc en fait, si on représente les sources de pollution lumineuse sur un littoral où il y a des plages de tortues, bon, ça va être la ville, ça va être les bateaux en mer, ça va être les phares, mais ça va être aussi le camion à pizza qui va être au bord de la plage avec les phares allumés. Ça va être, il y a certains endroits en outre-mer où on peut encore camper sur les plages, ça va être les feux de camp. Et en fait, on en arrive à une désorientation des animaux, donc soit des tortues adultes qui n'ont pas retrouvé la mer une fois qu'elles ont pondu, elles sont parties sur la route, elles se font écraser, des bébés qui peuvent être desséchés, là pareil. Et là, vous avez un petit bébé tortue, pareil, qui n'a pas pu retourner en mer. Il a été attiré par une petite lampe d'un réverbère vous savez, les resorts hôtels qui sont tout près des mers. Et voilà. Donc en fait, il y a des solutions qui sont étudiées. On va le voir tout à l'heure. Là, je voulais juste vous parler de la pollution sonore. Alors, le bruit sous-marin, ça existe. Hein, le monde du silence n'existe pas, lui, par exemple. Donc, il y a des bruits naturels sous l'eau, qui peuvent être la pluie, les éruptions volcaniques, les tsunamis, même les sources hydrothermales. Tout ça, ça va produire du bruit naturel. Mais il y a aussi les sources humaines anthropiques, donc le transport maritime, l'installation des plateformes offshore ou des champs d'éoliennes en mer. On pourrait y revenir. Et là, comme c'est un exemple canadien, il parlait aussi des motos-neige sur la glace.
Et donc en fait, en quoi la pollution sonore va impacter les animaux marins? Alors, on parle beaucoup des cétacés, mais ça impacte d'autres animaux. Donc les cétacés, on sait qu'ils ont besoin de communiquer par des envois d'ondes sonores pour se nourrir, pour se reproduire, se retrouver, éviter les dangers et communiquer. Alors là, je ne sais pas, je voulais vous faire mettre dans la peau d'un animal. Voilà, vous avez entendu l'animal, le bateau. Et en fait, aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que quand on construisait une plateforme dans l'eau, s'il n'y avait pas de continent pour arrêter l'onde sonore propagée par le pieutage de la plateforme, cette onde pouvait se propager sur quasiment la moitié de la planète. Donc en fait, on a émis énormément de bruit pendant des années dans l'océan. Donc en fait, c'est les mammifères qui sont un petit peu impactés partout. Alors, maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus sympa de solution. Voilà. Donc en fait, pour la pêche, vous connaissez Didier Gasquel, qui a sorti un petit livre qui s'appelle La pêche écologie. Donc lui, il a fait un constat que nos captures étaient limitées à 80-90 millions de tonnes par an, que l'océan avait perdu, comme on l'a vu avec les photos, que l'océan avait perdu de sa productivité. Lui, il l'a estimé à 600 000 tonnes par an. Qu'on ne compte pas des captures, on ne compte pas toutes les captures qu'on fait, qu'il y a la pêche illégale, non déclarée, non régulée, on n'en a pas parlé, mais vous savez, c'est une pêche qui peut se faire dans les zones économiques exclusives, mais qui se fait aussi souvent dans les eaux internationales, qui est aussi le lieu de trafic d'armes, blanchiment d'argent et encore d'esclavage humain, des grands bateaux qui restent en mer pendant des années, et donc les employés ne peuvent pas partir de ce bateau, ils sont ravitaillés par d'autres bateaux. Donc ça, c'est de la pêche qui se passe généralement dans les eaux internationales, et tout ce qui est pêché n'est pas comptabilisé puisqu'on est sur des bateaux qui flirtent généralement avec la loi. Vous avez la pêche fantôme. Vous savez ce que c'est que la pêche fantôme? Non? C'est quand en fait un filet est perdu ou abandonné, il continue de pêcher et personne ne profite, on va dire, des captures. Souvent, il y a des grosses espèces, les tortues, les requins et les mammifères qui peuvent être pris à l'intérieur. Et puis, il a fait aussi le constat, Didier Gasquel, que la pêche se fait beaucoup dans l'hémisphère sud pour nourrir l'hémisphère nord. Alors, il a fait des propositions du côté des professionnels de la pêche et des propositions du côté des consommateurs. Donc, en fait, lui, il pense qu'on devrait limiter les captures à 10 millions de tonnes par an et qu'on pourrait nourrir si chaque personne ne mangeait que 10 kilos de poissons par an et par habitant. Voilà. Donc, en luttant contre toutes les pêches dont on connaît les impacts négatifs, en limitant la pêche minotière. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la pêche minotière? C'est quand on pêche les petits poissons pour aller nourrir les fermes aquacoles ou faire des croquettes pour les chats ou les chiens. Donc généralement des anchois, des sardines, des petits poissons pélagiques qu'on va pêcher en grande quantité. Au lieu de les manger, en fait, on va les transformer en farine ou en huile pour aller nourrir d'autres animaux. Et puis après, il y a toutes les dynamiques de protection qu'on peut faire autour des connaissances des animaux, donc les couloirs de migration des mammifères, les endroits où passent les tortues et tout ça. Et du côté du consommateur, donc limiter effectivement notre consommation. En France, on mange 3 fois notre dose. 4 poissons sur 5 sont importés et on pourrait mieux consommer. Alors on consomme, en France, on consomme bien, pas mal, parce qu'en fait, tout ce qui est huîtres, moules et algues sont élevés de manière plutôt vertueuse. Puisqu'en fait, on ne les nourrit pas, on ne fait pas forcément d'apport complémentaire dans le milieu marin, donc on ne va pas forcément détruire l'environnement en élevant ces animaux. Et puis, on peut diversifier les espèces consommées, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on mange en France, on est les rois de la crevette, du thon et du saumon. Et puis, il propose aussi de bannir certains produits dont on ne sait pas, qui peuvent être à base de poissons, mais dont on ne sait pas dont est l'origine, et qui peuvent provenir de la pêche illégale, et notamment le surimi. Alors, l'océan, ça peut être aussi une source d'énergie décarbonée. Donc, en fait, je ne sais pas si vous l'entendez comme ça, mais globalement, l'idée aujourd'hui, c'est d'arrêter de mettre du CO2 dans l'atmosphère,
puisqu'à un moment donné, de toute façon, l'océan ne pourra plus non plus l'absorber, et donc il faut éviter d'augmenter notre effet de serre artificiellement, si nous on veut continuer à profiter d'une planète en bonne santé. Donc ici, je vous ai mis à titre indicatif, chaque petit point, c'est des plateformes offshore dans le golfe de Louisiane, dans le golfe du Mexique, voilà, au large des États-Unis. Donc c'est vous montrer comment on exploite déjà fortement l'océan pour extraire du pétrole. Voilà aussi ce que ça peut donner quand, là c'est l'incendie de la plateforme Deep Horizon, je ne sais plus en quelle année. Donc voilà ce qui avait... en fait, on a mis plusieurs mois à aller fermer le puits de pétrole pendant des mois. Donc tout à l'heure, vous vouliez qu'on parle de pollution pétrolière. Pendant des mois, il y a du pétrole qui s'est échappé parce qu'en fait, on va chercher du pétrole parce qu'on en a besoin pour nos énergies, tout ça. Alors que globalement, on peut aussi utiliser l'océan pour sa propre énergie. Donc, alors, il y a beaucoup de choses qui sont encore expérimentales, donc à part les champs d'éolien en mer. Et aujourd'hui, on essaye aussi de faire des éoliennes offshore pour les éloigner du territoire, du littoral. Vous avez des gens qui essayent d'utiliser les courants de marée avec des hydroliennes. Vous en avez une expérimentale au large de Ouessant, il me semble. Et puis il y en a qui essayent aussi d'utiliser la houle. Alors ça, c'est aussi expérimental pour en fait utiliser le mouvement des vagues pour récupérer de l'énergie. Voilà. Et puis vous avez le fameux barrage de la Rance qui a été le premier barrage à utiliser la marée. Alors attention, on parle aujourd'hui de décarboner nos énergies parce qu'effectivement on met trop de carbone dans l'atmosphère, mais ça ne veut pas dire que toute l'utilisation se fera zéro impact. Donc, parce qu'il y aura de la construction, il y aura forcément il peut y avoir des impacts sur les environnements marins et tout ça. Mais c'est aussi un moyen de mettre moins de CO2 dans l'atmosphère. Alors, je vous ai fait un petit slide récapitulatif sur le champ d'éoliennes en mer de Saint-Brieuc, qui est à proximité. Donc, en fait, aujourd'hui, bon, ça peut être controversé, mais c'est un champ qui, en fait, je crois, permet l'alimentation d'un tiers de la région Bretagne, donc en énergie décarbonée. Voilà. Et c'est un champ qui a été mis en place il y a très peu de temps, qui a mis plus de 10 ans à être construit, ça vous le savez sûrement mieux que moi, et qui a, pendant ces 10 ans, a quand même fait beaucoup d'études sur les oiseaux, sur les mammifères marins et même sur les coquilles Saint-Jacques de la baie. Et c'est là d'ailleurs qu'on a découvert que les coquilles Saint-Jacques étaient impactées par le bruit sous-marin. Voilà. Donc en fait, cette mise en place de champs permet aussi de mieux connaître l'océan, et après il y aura des études environnementales tout au long de l'utilisation du champ pour voir quels sont les impacts sur le milieu marin. Aujourd'hui, avec l'ADN environnemental, vous savez ce que c'est l'ADN environnemental? On prend des échantillons d'eau, on étudie, on recherche l'ADN, et en fait on peut savoir quel animal est passé à l'intérieur, voilà. Donc aux Pays-Bas, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps où dans des champs d'éolien en mer, ils ont trouvé de l'ADN de requins, où finalement les requins étaient passés régulièrement par cette zone parce qu'ils n'étaient pas embêtés par d'autres activités. Voilà. Moi, je vous donne que les faits. Et donc effectivement, ça c'est le bilan d'émissions carbone par rapport au cycle de vie, donc qui comprend aussi la construction. Hein. Et donc vous avez l'énergie nucléaire à 12 grammes par kilowattheure, le onshore, donc les éoliens sur Terre, 14 grammes, le offshore à 15 grammes, le photoéolien à 30-50 grammes, ah, j'ai fait une erreur là, le gaz 450 grammes, et puis les centrales à charbon 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, on peut aller vers un transport maritime plus durable aussi. Donc je vous l'ai dit, à 90% des marchandises passent par la mer. Donc grâce aujourd'hui à ces porte-conteneurs, vous connaissez combien de conteneurs peuvent rentrer sur le plus gros porte-conteneur qui existe aujourd'hui? 28 000. Ouais, alors moi j'étais à 24 000, donc je prends si vous êtes sûr de vous. Mais c'est ça, en gros c'est ça, 24 000. Et donc on sait que le transport reste quand même moins polluant que l'avion, moins polluant que le camion et que le train. Par contre, ça reste un émetteur de CO2 et surtout de particules fines. Et donc aujourd'hui, alors ça c'est pas une utopie, hein. Aujourd'hui il y a des armateurs qui utilisent expérimentalement des kites quand le vent est assez bon pour limiter. Alors ils naviguent pas à la voile, hein. On va pas dire ce qu'on a dit. Ça limite en fait l'utilisation de fuel, c'est tout. Et donc ils utilisent l'énergie des vents pour ça. Et donc
pour ça aussi, aujourd'hui, normalement, il y a une réglementation. Les bateaux sont obligés d'avoir des scrubbers pour retenir ces particules pour qu'elles n'aillent plus dans l'atmosphère. Est sortie il y a quelques semaines une obligation, enfin, il existe des zones de contrôle d'émission des oxydes de soufre, justement, et notamment en Méditerranée. Il y en a une qui a été validée la semaine dernière. Donc, il y a des endroits en Méditerranée où on sera limité à la production d'oxyde de soufre. Sinon, les navires vont être contrôlés et pénalisés. Alors ça, pareil, moi, je vais être honnête avec vous. On m'a expliqué que c'était une fausse idée parce que finalement, on retient la pollution avant qu'elle sorte dans l'air, mais quelques armateurs vont aller nettoyer leur scrubber en mer. Donc on retrouve la pollution dans l'eau. On peut réduire le bruit sous-marin en réduisant les vitesses de navigation, en augmentant le process de construction des navires, en isolant la partie moteur, l'arbre à came, et puis en faisant éventuellement des hélices comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On est toujours dans la technologie, l'expérimental, rien n'est vraiment encore à niveau industriel. C'est ça le problème aussi de ce type de développement. Mais en tout cas, les acteurs de l'économie maritime réfléchissent beaucoup à ces solutions et certains s'engagent quand même à réduire leur vitesse, ça c'est possible tout de suite. D'autant plus qu'aujourd'hui, le transport maritime, c'est quand même à flux tendu. Et un bateau peut attendre plusieurs heures devant un port avant de pouvoir rentrer, notamment les porte-containers. Et globalement, il va continuer à utiliser ses fuels pour rester... Voilà. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui réfléchissent à des logiciels qui permettent justement à certains moments d'aller moins vite, notamment en utilisant le vent, comme je vous ai montré. Comme ça, ils n'arrivent pas plus trop vite au port et ils n'ont pas besoin d'attendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre au port et en consommant, devant le port pardon, et en consommant, ils vont aller moins vite et donc comme ça c'est gagnant-gagnant. Donc la technologie, l'intelligence artificielle peut aider à faire ce genre de choses. Je vous recommande d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, ce film Sonic qui est sur YouTube que vous pouvez trouver en accès libre pour tout comprendre sur le bruit sous-marin. Et en plus, si on réduit la vitesse de navigation, on a des bénéfices pour éviter les collisions avec les gros animaux. Alors, réduire les pollutions lumineuses, il y a plein de solutions en mettant déjà des sources lumineuses moins impactantes où on sait que les tortues vont pondre, en utilisant des LED, en mettant aussi des systèmes de contrôle de la lumière par rapport justement quand les tortues vont arriver, et puis en diminuant la hauteur des sources lumineuses, comme vous avez vu tout à l'heure, pour que les petites tortues finalement n'arrivent pas à voir ces sources-là. Et puis, alors, comme l'idée de cette conférence, c'est aussi de donner des envies, enfin, de ma conférence, pas forcément celle d'Armor-Sciences, c'est de donner des envies d'agir ou des envies de réfléchir à faire moins d'impact avec... Alors, on est d'accord, hein, tout ne dépend pas du consommateur et du citoyen, il y a des politiques publiques, tout ça, mais on peut aussi être acteur et moteur du changement. Donc en fait, ce qui est vraiment essentiel, c'est la gestion des déchets, agir au niveau de la consommation, agir au niveau, surveiller vos cours d'eau. Mais ça, moi je sais qu'ici vous êtes très proactifs, hein, donc voilà. S'informer sur effectivement vos écosystèmes fragiles, mais ça avec Armor-Sciences, je pense que vous êtes aussi très sensibilisés. Et puis ça, c'était une SAC qui avait été faite pour créer, pour le Lions Club avec qui on a un partenariat. Et donc, en fait, comme ils organisent des événements, on peut aussi réfléchir quand on crée un événement à ce qu'il soit plus durable, plutôt que d'utiliser plein de sacs de plastique, par exemple. Même si aujourd'hui, en France, il y a une loi qui interdit la vaisselle jetable en plastique. Voilà, et en tant que citoyen, voilà, le meilleur déchet est celui qu'on n'a pas produit, la meilleure énergie, celle qu'on n'a pas utilisée. On peut se déplacer utilement et intelligemment, on réduit sa consommation de protéines animales, ou on diversifie sa consommation. Je ne suis pas du tout faire du lobbying pour le véganisme, hein. Et donc on peut éviter le gaspillage. Et pour tout ce qui est consommation, on applique la méthode Bisou pour ses achats, parce qu'en fait tout est une histoire de consommation. Enfin, moi je résume tout ça à nos activités et à la consommation. C'est pas très scientifique, mais c'est ce que je pense quand même. Est-ce qu'on a besoin de cette pulsion d'achat, sachant que la consommation, c'est aussi des emplois et tout ça. Donc en fait, il faut réfléchir vraiment globalement à comment changer notre mode de vie. Est-ce que si on a une pulsion d'achat, effectivement, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'immédiatement? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de semblable? Est-ce qu'on ne l'a pas déjà? Quelle est l'origine de ce produit? Est-ce que ce produit, si je l'achète, va m'être utile? C'est ce qu'on appelle la méthode Bisou. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissiez.
Pour revenir à Génération Mère, donc, nous on édite des kits de sensibilisation pour aider les gens qui veulent monter des projets, qui veulent sensibiliser, qui veulent faire des actions. Vous allez les trouver sur notre site internet. Juste vous dire aussi, parce que Michel ne l'a pas dit, mais il va être proactif dans la région on a lancé un prix littéraire Étoile Bleue avec Génération Mère, parce que l'océan, c'est la science, hein, c'est l'environnement, c'est la navigation, c'est un espace de consommation et de loisirs, mais c'est aussi des livres, la littérature, du rêve, des aventures. Et donc, avec Génération Mère, pour l'année de la mer, on a créé un prix où en fait on vous propose de lire 3 livres qui ont été sélectionnés pour vous dans des catégories différentes, et après vous pouvez voter sur pour votre livre préféré sur internet. Et puis en fait on a aussi fait un concours de haïku, voilà, qui est un petit poème japonais pour exprimer votre amour pour l'océan ou autre chose d'ailleurs, mais généralement c'est pour parler de ce qu'on ressent face à l'océan. Voilà, et donc les sources de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, des ouvrages, des rapports, notamment tous les rapports de la plateforme Océan et Climat, et puis les rapports de l'IPBES sur la biodiversité, tous les livres sur la pêche ici, de Philippe Curie, de Daniel Poli, Didier Gasquel, voilà, et les livres de l'Institut océanographique. Et je pense que c'était tout. Voilà.